Donc, je préfère que le docteur Moussa Maziar commence avant moi. Donc, nous allons faire une présentation en alternant la parole. Donc, mesdames et messieurs, chers collègues amis, bonjour. Donc, notre thème, c'est la didactique et la littérature, à savoir une révolution pédagogique à l'ère du cerveau et de la technologie. Bien, donc, pour introduire, il y a le plan d'abord. Dans le plan, il y a l'introduction, la problématique, les hypothèses, l'assise théorique, la procédure expérimentale et on a essayé de mettre le point sur la visualisation et il y a la conclusion, bien évidemment, on finit avec la conclusion, voilà, et la bibliographie. Donc, nous préférons commencer notre intervention par deux citations, juste pour éclairer l'assistance sur l'importance justement d'introduire le paramètre neuroscientifique dans la didactique du texte littéraire. Voilà. Donc, l'approche neurocognitive, Jean-Michel Schaffer dit que l'approche neurocognitive de la littérature cherche à comprendre comment des textes agissent sur le cerveau, c'est-à-dire comment ils mobilisent nos émotions, nos attentes et nos capacités d'interprétation. Donc, vous remarquez, quand vous lisez parfois un texte non littéraire, donc c'est différent de quand vous lisez un texte littéraire. Donc, quand on lit un texte littéraire, on est beaucoup plus pris par des émotions, on est beaucoup plus imaginatif, on est beaucoup plus créatif, etc. Donc, ce qui se passe dans le cerveau donc, est différent en lisant un texte littéraire est différent de ce qui se passe dans le cerveau en lisant par exemple un article de presse. Donc, un texte scientifique, oui. Donc justement, les neurosciences cherchent à investiguer les méandres du cerveau, voilà, pour comprendre ce phénomène. Je préfère aussi vous lire une citation de Grégory Berne et ses collègues qui ont fait une recherche toujours sur la neurodidactique, comment que le texte littéraire participe au développement justement de certaines zones corticales au niveau du cerveau. Donc il s'exprime ainsi: The fact that reading a novel causes changes in cortical connectivity places in a bound on the stability of RSN. While largely stable, the resting state should properly be conceived of a quasi-statistic and subject to both short and long-term dynamic configuration. Donc il y a un changement au niveau de la mémoire à court et à long terme. Il y a également aussi un changement sur le plan justement cérébral. Donc ça a été prouvé par les chercheurs. Alors, la présentation générale. Dans notre époque où les sciences cognitives jouent un rôle important, le terme neuro est présent dans tous les domaines. Actuellement, on parle de neuromarketing, de neuropédagogie, de neurolittérature. Donc, il y a l'aspect neuro qui est introduit dans différentes disciplines et même en neurodidactique, en neurolinguistique, en neuroéconomie, etc. Donc, on cherche à comprendre le cerveau par rapport justement au domaine. Selon Gray Johnson, en 2008, la littérature utilise la neuronarration, une nouvelle approche qui relie les œuvres de fiction aux sciences du cerveau. Des concepts comme la fiction cognitive et le réalisme neurologique ont vu le jour, mais c'est la neurolittérature qui se distingue en connectant les histoires littéraires avec les sciences du cerveau et les troubles. L'usage de ce terme évolue constamment, montrant l'importance d'explorer comment les mémoires du cerveau sont intégrées dans les intrigues du livre. D'une part, il y a ceux qui créent des récits mêlant science et fiction, et d'autre part, ceux qui créent des profils d'apprentissage pour mieux comprendre comment les gens acquièrent des connaissances. Il est difficile de progresser sans comprendre le fonctionnement de son cerveau et sans faire usage des stratégies d'apprentissage. Ce processus du fonctionnement du cerveau humain s'intéresse aussi à la littérature, qui tente de mettre en valeur tout en reconnaissant sa place primordiale et son importance dans la connaissance, voire dans la culture en général. Ceci est dû au fait que la littérature prend ancrage dans le présent, mais aussi dans le futur, étant donné que le sens de certaines œuvres littéraires n'est compris que plus tard. Nos apprenants n'ont pas de background en littérature. C'est pour cette raison que la mise en place d'un enseignement
où l'usage incontournable des neurosciences et de la connaissance du cerveau, particulièrement les profils d'apprentissage, se fait sentir de plus en plus. Ceci pour faire aimer la lecture des œuvres littéraires en suscitant des émotions chez les apprenants. L'exploitation du texte littéraire devrait avoir pour finalité la pratique langagière et la culture de l'attrait pour la langue et le plaisir du texte. Bon, pour ce qui est des objectifs de cette étude, donc on veut faire une approche, approcher la didactique de la littérature aux neurosciences cognitives, et plus particulièrement au profil d'apprentissage. Donc, des fois, on se pose la question, quel est le lien de la neuroscience et de la littérature? Donc, c'est simple. La littérature, généralement, elle se base sur la fiction. Et que le cerveau ne fait pas de différence entre l'imaginaire et la réalité. Donc il y a la fiction et l'imaginaire qui relient les deux concepts. C'est pourquoi on a fait directement la littérature ou bien neurolittérature. C'est-à-dire il y a quelque chose d'imagination. Tout est imaginé dans la littérature, surtout la littérature classique, ou les romans, généralement quand il y a des romans. Donc, c'est toujours des personnages fictifs, des scènes fictives, et ainsi de suite. Donc, et ça, c'est fait par le biais du cerveau, qui ne fait pas de différence entre l'imagination et la réalité. C'est par rapport à ça qu'ils ont essayé de mettre la neurolittérature. Maintenant, à l'ère de neurosciences, comment l'enseignement de la littérature peut-elle évoluer, ou bien pour engager et motiver les étudiants, les apprenants, même les simples gens à lire. Donc, cette recherche va explorer l'impact de cette neurodidactique sur l'apprentissage littéraire en proposant des stratégies innovantes pour essayer d'améliorer l'engagement et la compréhension des étudiants. Bon, pour cela, on a posé la problématique centrale qui est comment la neurodidactique peut-elle améliorer l'engagement et la compréhension des étudiants dans la littérature. On a émis deux hypothèses, à savoir l'intégration de stratégies neurodidactiques adaptées aux différents profils d'apprentissage pourrait considérablement accroître l'engagement des étudiants envers la littérature. Et la deuxième, on s'est dit que des activités sensorielles et multimodales favoriseraient une meilleure mémorisation des œuvres littéraires. Voilà. Donc, pour ce qui est de l'assise théorique, donc on a trois points. On avait parlé, on a parlé dans la théorie de la neurodidactique, qui est un ensemble de méthodes pédagogiques basées sur le fonctionnement du cerveau. En deuxième, les principes clés, c'est-à-dire l'adaptation des profils d'apprentissage des étudiants, l'importance des émotions, des activités sensorielles dans le processus d'apprentissage, et bien évidemment la création d'un environnement d'apprentissage dynamique et enrichissant. Donc maintenant, pour ce qui est de l'utilisation de la théorie, je laisse mon collègue parler un peu, pour ne pas s'attarder, parler un peu de la théorie qu'on doit utiliser pour l'approche pratique. Merci. Donc voilà, toujours dans la lignée de ce que vient de dire mon collègue, donc on a fait appel aux 7 profils d'apprentissage de Jean-François Michel. Donc Jean-François Michel, justement, il met en avant 7 profils d'apprentissage, profil émotionnel, profil rebelle, profil empathique en classe. Donc on a des apprenants qui sont différents de profil. Ils n'ont pas le même profil et du coup ils apprennent pas de la même façon. Donc comment l'enseignant pourrait prendre en considération le profil de chaque apprenant justement pour s'adapter à la manière et adapter sa pratique enseignante à la manière dont il apprend. Voilà, c'est dans ce sens-là que nous allons intervenir. Aussi, nous allons faire appel aussi aux activités sensorielles, à savoir le VACOM, donc le visuel, l'auditif, le kinesthésique, l'olfactif et le gustatif. Donc ce sont les 5 sens grâce auxquels on apprend des informations. Quand on lit un texte, on a le texte et on travaille avec le visuel, c'est le contact du texte
c'est le contact des yeux avec le texte. Dit-il par exemple, si je lis à voix haute, le kinesthésique, si je feuillette un livre, je l'utilise avec les mains. Voilà. Tout ça est en rapport avec les entrées sensorielles, l'olfactif et le gustatif. Alors, les caractéristiques de la méthode des profils d'apprentissage. Jean-François Michel a expliqué les mécanismes qui mènent à l'échec des études et il donne des pistes pour aider réellement les enseignants et les apprenants. Il dédramatise l'échec et facilite la compréhension en proposant une méthode simple et efficace qui constitue une aide pour accompagner les étudiants à un meilleur apprentissage. Dans cette méthode, il met en évidence la diversité des processus d'apprentissage et montre qu'il y a plusieurs façons d'acquérir des savoirs en utilisant les 7 profils d'apprentissage ainsi que leurs stratégies et leurs caractéristiques. On apprend tous différemment, donc on apprend tous, mais il faut se dire que l'on est différent. Voilà. Chaque apprenant est différent de l'autre. À chacun sa manière d'apprendre. Ce n'est pas parce que l'on a des difficultés à lire un texte littéraire que l'on est contre. Et ce n'est pas parce que l'on ne comprend pas une notion ou un concept que l'on restera toujours. Il est possible de changer. La clé de la réussite est de savoir comment on apprend. Chacun de nous a une façon d'apprendre, de mémoriser l'information et d'aboutir à des déductions dans toutes sortes de littérature et même les matières enseignées en classe. Chacun des profils répond à un ensemble de consignes, de stratégies et une mobilisation de compétences cognitivo et comportementales particulières des étudiants. Les 7 profils d'apprentissage. Les 7 profils d'apprentissage mettent en évidence la diversité de processus d'apprentissage et montrent qu'il y a plusieurs façons de faire acquérir les savoirs et maîtriser les savoir-faire. Cette méthode pourrait être un facilitateur pour tous ceux qui ont tendance à douter de leur capacité et s'enfermer dans un état d'esprit négatif. Les apprenants peuvent avoir leur propre démarche et manière d'apprendre en leur permettant de se faire plaisir tout en travaillant. Elle permet aussi de trouver confiance en soi et en ses capacités. En connaissant la manière dont on apprend, cela créera une motivation qui est le moteur de tout apprentissage. Je passerai la parole à mon collègue pour nous dire les différents obstacles de cette méthode. Bon, au lieu de rentrer dans les différents obstacles de cette méthode, donc je préfère passer directement dans la partie expérimentale. C'est la procédure expérimentale qui nous intéresse le plus et pour voir vraiment les effets de l'utilisation des profils d'apprentissage de Jean-Michel pour essayer d'aider justement les étudiants à faire ça. Bon, pour ce qui est de l'expérimentation, on a fait de la méthode, le triptyque de la méthode, c'est-à-dire à savoir le questionnaire, l'observation en classe et bien évidemment l'expérimentation qu'on avait faite. Bon, elle a été faite sur un échantillon de 41 étudiants et certains enseignants. Bon, une douzaine, bon, c'est pas vraiment un échantillon représentatif. Mais, voilà, représentatif, mais on a essayé quand même, c'est parce que c'est un début de travail, donc il pourra être peaufiné par d'autres collègues et pourquoi pas aussi. Donc, s'il y a pour les enseignants, c'était une démarche préconisée habituellement, comment ils font pour les enseignants. Et pour les étudiants, c'était de connaître d'une part leur profil d'apprentissage, parce que ce n'est pas évident de connaître le profil de chaque apprenant, et d'autre part, voir leur motivation, leur engagement, leur représentation par rapport à la littérature. Comment ils voient la littérature. Donc, en premier temps, nous avons essayé d'identifier les profils de compréhension. Parce que quand je dis profil de compréhension, ce n'est pas le style de compréhension. Parce que chez Jean-Michel, il dit que le profil d'apprentissage est un ensemble de profils de compréhension, de profils de motivation et le profil d'identité. Ce sont les 3 qui forment un profil d'apprentissage d'une personne. On a 40 étudiants, on a 40 profils de compréhension, d'apprentissage et d'apprentissage. Donc chacun a sa manière. Il avait parlé tout à l'heure de profil de rebelle. Un profil de rebelle, ce n'est pas un profil de compréhension, mais c'est un profil de motivation. Il est un profil, voilà. C'est-à-dire
il est rebelle. Un étudiant, il est rebelle. Il est comme ça, on ne peut pas lui changer. Malheureusement, chez nous, en éducation ou n'importe où, quand il y a un enseignant, quand il y a un étudiant qui est rebelle, on le chasse, on le fait sortir, on l'exclut et ainsi de suite. Alors que c'est sa manière, c'est son d'exister, de faire ça. Donc on doit l'accepter tel qu'il est. Et c'est à nous, justement, de lui apprendre que son profil, il est là. Donc on va essayer de travailler selon cela. Bon, pour ce qui est de l'expérimentation, donc brièvement, ce qui ressort de l'enquête des questionnaires. Donc nous avons vu que la majorité des enseignants, on travaille tous, la majorité des enseignants, y compris moi bien évidemment, on travaille selon des méthodes traditionnelles. Il y a peut-être des gens qui travaillent avec d'autres méthodes, mais on se base généralement sur les méthodes traditionnelles, comme c'est un neuromythe, donc on ne pourra pas changer ces méthodes. Par contre, l'ensemble des étudiants, il signifie que par là, que la littérature telle qu'elle est enseignée, c'est-à-dire ne stimule pas, ne motive pas à lire. D'ailleurs, on est arrivé à un point où on a, c'est-à-dire c'est dans l'expérimentation, au lieu d'y aller vers les hypothèses, on avait trouvé autre chose. C'est-à-dire, on est arrivé à parler du rapport des étudiants avec la littérature. Est-ce que les étudiants lisent vraiment la littérature? Madame Boukri, elle est là. Est-ce que vraiment les étudiants lisent la littérature? Quand on parle de... Parce que moi, j'ai fait l'expérimentation sur un extrait de Germinal. Est-ce qu'ils connaissent vraiment Germinal? Madame a parlé de Guy de Maupassant, a parlé de la littérature classique. Classique. Est-ce que vraiment... Donc, on est arrivé à dire que ces étudiants-là, ils ont un rapport de lecture, que ce soit utilitaire, est-ce que par intérêt, est-ce que contraignant. La majorité des étudiants ont signifié qu'ils sont en train de faire de la littérature contraignante. Pourquoi? Ils sont, par exemple, obligés pour faire de la littérature avec Madame Zinay parce qu'ils ont un examen, enfin... Un fichier de lecture. Voilà, donc on doit faire. Donc vous voyez, de nos hypothèses, de notre problématique, on s'est retrouvé dans une autre hypothèse, dans une autre problématique, à savoir quel est le rapport de ces étudiants par rapport à la littérature. Ce qui fait des questions fertiles. Oui, c'est ce qui fait la richesse de notre expérimentation, c'est justement ça. Donc, on est arrivé dans la première séance. Bon, comment on a fait dans la première séance? Nous avons proposé un cours ordinairement fait, par exemple, comme j'ai dit, le texte c'était l'extrait de Germinal, c'était beaucoup le début de Germinal, parce que je ne sais pas, vous avez sûrement lu Germinal, le début de Germinal, si on arrive à comprendre le début de Germinal, c'est tout le livre de 500 à 600 pages que vous allez comprendre, rien qu'à lire le début, à savoir dans la plaine rase et ainsi de suite, jusqu'à arriver son travail et son génie. Donc, il cite pratiquement, le génie de Zola, c'est ça, il cite pratiquement tout le roman, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan... synthétise tout. Tout dans les premières phrases ou bien l'introduction. Premier paragraphe. Très bien. Donc, les consignes étaient quoi? Étaient de faire un rappel de ce que vous avez retenu après le dépouillement. Bon, après le dépouillement, on a trouvé que manque de stratégie et de mémorisation. Ils n'arrivaient pas à mémoriser, ils n'avaient pas de stratégie pour cela. Donc, on avait à peu près 20% des questions qui étaient vraiment attendues. Je ne dirais pas juste, mais c'était des questions attendues. Donc, ce que nous avons trouvé utile de réfléchir à la manière dont il faut faire cela. Donc, une semaine après, nous avons essayé de trouver le profil de ces étudiants et par coïncidence, nous avons trouvé que le profil de ces étudiants, 32 étudiants, il y avait que 6 étudiants qui étaient de profil auditif et 3 de kinesthésique. Je ne sais pas pour quelle raison, mais généralement, le cerveau, il accepte, il capte tout ce qui est visuel mieux que les autres informations. Je peux parler auditivement. Vous pouvez, c'est-à-dire les étudiants peuvent écouter, enregistrer. Très bien, mais la visualisation,
Il est beaucoup. C'est pourquoi d'ailleurs, si vous cherchez même vos étudiants, vous essayez de faire le test, vous allez les trouver, ils sont presque, la majorité, chaque année je le fais, la majorité des étudiants, ils sont toujours de profil visuel. Ils aiment la visualisation. D'ailleurs, c'est pourquoi on essaie d'utiliser les nouvelles méthodes, à savoir par exemple, il y a Pomodoro, il y a le mind map, il y a le Specialscope, il y a pas mal de techniques qui sont utilisées dans les neurosciences pour essayer de faire appel à cela. Bon, dans la troisième séance, une fois connus les profils, dans la troisième séance, on a essayé toujours de faire le même texte prédictionnel, le même texte, en essayant d'utiliser selon le profil. Les profils visuels, on a essayé d'utiliser, comme je vous ai dit, ces méthodes. Pomodoro, l'image, essayer de toucher l'émotion, c'est-à-dire l'intelligence émotionnelle, et essayer de donner des couleurs. C'est-à-dire qu'on a donné plus d'informations pour cela. Eh bien, c'est-à-dire, on a trouvé que pratiquement 82% des réponses étaient attendues. Bon, j'ai mis juste, mais c'est pas le mot que je voulais, était attendu, parce qu'on ne peut pas dire juste ou faux, surtout pour ce qui concerne, peut-être c'est Madame Boukri qui va littéraire, sur la littérature. tout ce qui est littéraire, Voilà, oui. c'était attendu, c'est-à-dire ce qu'on attendait comme cela. Pourquoi? Parce que tout simplement, les 32 étudiants, ils ont bénéficié des schémas proposés, des visuels, puisqu'ils étaient de profil visuel, donc ils ont quand même admis. C'est pour que les réponses du test de troisième séance étaient juste acceptables. Voilà, juste acceptable, c'est-à-dire par rapport aux premières. Donc, on s'est dit que enseigner selon les profils de compréhension serait bénéfique, on la met toujours au conditionnel, malgré qu'on a fait c'est-à-dire l'expérimentation, mais on s'est dit qu'il serait bénéfique dans l'appropriation des connaissances, surtout pour les profils visuels. Et comme je vous ai dit, tous les étudiants, pas tous les étudiants bien sûr, la majorité qui confirment la règle, ils sont de profil visuel. Pardonnez-moi, c'est juste pour rajouter quelque chose. Alors là, je vous ai dit, c'est tellement fertile ce que vous dites, hein. On se pose plein de questions. Exactement. Et on se dit, quelque part, quand vous parlez de profil, est-ce que le problème, c'est pas chez l'enseignant? Il ne connaît pas tout ça, qu'est-ce qui se passe? Il est dépassé par ce... Alors je me dis, pourquoi aussi ne pas voir le profil de l'enseignant? Bien sûr. Bien sûr, est-ce qu'on correspond? Parce qu'on se dit, parce qu'on a toujours tendance à coller l'erreur sur l'élève. Oui. Mais non, mais est-ce que finalement c'est moi qui sais Parce pas que faire parfois aussi l'enseignant déteint sur l'apprenant. C'est Hein. ça, Il c'est déteint ça. fortement sur Vous l'apprenant. avez été en train de parler, de communiquer, et c'est vraiment un éclat de questions. Voilà. Exactement. D'ailleurs, c'est nous, hein. D'ailleurs, cela, ça déclenche ce qu'on appelle la psychologie de l'excuse. Il y a une psychologie qu'on appelle la psychologie des excuses. Il y a toujours un bouc émissaire. Ouais. Pourquoi vous n'avez pas fait ça? C'est monsieur. Pourquoi vous n'êtes pas venu en avance? Parce qu'il n'y a pas de voiture. Pourquoi vous n'avez pas compris? Parce qu'il y a du bruit. C'est-à-dire qu'il y a toujours un bouc émissaire. Très bien. Le cerveau, c'est comme ça qu'il fait, parce que les dents, ça bute. Donc il essaie toujours, comme vous le savez, très bien. Comme vous le savez, le cerveau est le plus fainéant des organes. Malgré que c'est lui qui est à la tête, c'est lui qui commande, mais il n'aime pas sortir de sa zone de confort. Il est tout le temps dans sa zone de confort. Vous confirmez qu'il y a un décalage entre le profil d'enseignant Mais bien sûr, et le profil de... bien sûr, largement. Là, on n'incrimine pas que les apprenants, on incrimine aussi les Ça enseignants. incrimine. Voilà. Non, mais Tout à en fait. parlant, quand il parlait, c'est vraiment une... Je me suis posé plein de questions. Ouais. Tiens, et quelque part, est-ce que c'est pas notre faute aussi quand les étudiants décrochent? C'est dans le sens, madame Aouchi. Parce que quand tout ce qu'on est en train d'évoquer et de dire, ça s'inscrit dans la pédagogie différenciée. Tout à fait. La pédagogie différenciée prend en compte les disparités, les différences. L'hétérogénéité. Hein. L'hétérogénéité, oui. Des stratégies métacognitives. C'est la prise en conscience par l'apprenant de la manière dont il apprend. C'est qu'on amène à l'apprenant à comprendre, on amène l'apprenant à comprendre la façon dont il apprend. Est-ce que c'est une chose? Et puis ça n'a pas été, parce que même les profils, les profils d'apprentissage, il y a ceux qui disent, qui plaident cette question du profil d'apprentissage, je dis c'est efficace, il faut faire appel aux neurosciences et tout. Il y a aussi d'autres qui disent non.
Et quand il y a un profil rebelle en classe, comment je pourrais le démontrer neuroscientifiquement? Donc il y a tout un débat houleux entre deux camps, les uns qui sont pour et les autres qui sont contre. Et nous, on essaye justement de comprendre cela afin justement d'approcher nos pratiques enseignantes. Et c'est dans ce sens-là. Voilà. Je crois que Là, je me pose aussi une autre question. On se dit parfois, est-ce que quand on parle de pédagogie différenciée, moi, je l'enseigne énormément. Est-ce que je sais vraiment ce que ça veut dire quand il parle comme ça? Voilà. Parce que est-ce que j'enseigne vraiment la différence que moi-même je ne connais pas? Tout à fait. C'est une autre question qui se pose. Il faut se poser vraiment beaucoup de questions. C'est très intéressant parce que ça nous remet en cause. Oui, bien sûr. Est-ce que je suis capable? Est-ce que j'enseigne cette différence? Mais est-ce que je suis capable de l'accepter? un profil kinesthésique, un style kinesthésique. Qui veut dire? En classe. De toucher, qui est basé sur le... On le qualifie de perturbateur. C'est un élément perturbateur. Un élément perturbateur. Et on lui dit ça sans arrêt, il va s'incruster l'idée qu'il est perturbateur. Il est perturbateur. Il le deviendra. Continue à le Alors que faire. c'est un style d'apprentissage. D'où justement le fait dans la pédagogie active de dire, il est interdit de dire à un apprenant croise les bras, ne bouge pas, on peut les laisser bouger parce que sa mémoire n'est stimulée que par l'activité en classe pourvu que ça ne représente pas Certains mouvements. Voilà. Excusez-moi, ça se Il n'est faisait pas- avant, croiser les bras, etc. Et ça marchait Mais très la bien. faisabilité- Et ça marchait très bien. La faisabilité de ces méthodes, elle pose problème. Et la confirmation de ces méthodes aussi, il y a ceux qui plaident pour ces méthodes, il y a ceux qui disent non. Parce que neuroscientifiquement, on ne peut pas prouver l'un des profils rebelles. Je me suis arrêté sur rebelle. Comment neuroscientifiquement on pourrait prouver que quelqu'un est rebelle? Pardon, monsieur, si vous permettez, monsieur, est-ce que par cette notion de rebelle, c'est pas quelqu'un qui se révolte sur ses méthodes d'enseignement. Pas du tout. Il pose des Sur questions. certains constats, sur certains Pose fondements, des certains questions, rapports. il veut se montrer. Il s'impose. C'est ça, C'est c'est ça. un apprenant qui s'impose. Voilà, il veut Voilà. s'imposer. Mais se distinguer par rapport à mon groupe. C'est ça. C'est ça le rebelle. L'identité. Il se démarque. Il se C'est-à-dire qu'il démarque. se démarque des gens, il veut être vu, par exemple. Il y a quelque chose. Bon, je voulais rebondir uniquement sur ce qu'a dit Madame Zenaï. Vous avez parlé, Monsieur Serre, s'il vous plaît. Je voulais rebondir uniquement sur ce qu'avait dit Madame Zenaï tout à l'heure. Elle avait dit que auparavant, on leur disait de se mettre comme ça et De Croiser les bras et de rester figé. Voilà. Eh bien, vous voyez Ça Monsieur marchait. Seyer, Ouais. comment il a fait les pieds terre. Tu vois, il y a beaucoup de gens, madame tout à l'heure, elle est fait comme ça. Vous, on a fait comme ça. Vous savez pour quelle raison? Parce que le cerveau, l'hémisphère droit régit la gauche, et l'hémisphère gauche régit la droite. Et quand on reste comme ça, le cerveau dépense beaucoup d'énergie pour donner des informations et recevoir des réponses. Maintenant, C'est ce qu'on appelle, monsieur Moisir, le phénomène de latéralisation. oui, donc qu'est-ce qu'il fait? Quand vous faites ça, et vous faites ça, c'est-à-dire vous donnez l'ordre au cerveau qu'il travaille juste avec ce qu'il faut, c'est la gauche, et ici c'est la droite. Donc le cerveau, il utilise moins. D'ailleurs, des fois, on est fatigué, quand vous faites ça, vous allez vous sentir quand même un peu soulagé. C'est par rapport à ça, parce que le cerveau, il fonctionne, ou bien il diminue d'énergie. Moi, tout est croisé. Hein. Très bien, parce que vous vous sentez à l'aise comme ça. Est-ce que vous êtes à l'aise? Très à l'aise. Très bien, parce que votre Parce que cerveau c'est ne dépense habitué. pas beaucoup d'énergie. Sauf pour les personnes... C'est comme ici. Donc, au lieu de travailler là, c'est facile, je ferai ça pour travailler. Donc, c'est un plus d'énergie. Sauf Voilà. pour les personnes qu'on appelle ambidextrales, c'est-à-dire À la fois ce sont la les gauche et personnes la droite. oui, Très bien. Voilà. qui manipulent les deux, oui, oui, les deux. Oui. Voilà, avant de conclure, donc les résultats de cette modeste étude montrent que l'utilisation de profils de compréhension serait indispensable. J'utilise ça toujours au conditionnel, voilà, parce que l'échantillon n'est pas vraiment représentatif. Pour aider les apprenants à surpasser surtout les obstacles d'appropriation des connaissances et modifier ainsi leur performance significativement, surtout pour les gens qui sont de profil visuel. Sur un autre niveau d'analyse, les résultats enregistrés varient selon le mode d'enseignement, selon les profils. Parce que quand on est enseignant,
vous avez différents profils, vous êtes obligé d'enseigner selon les différents profils. Il y a des gens visuels, vous êtes obligé d'utiliser la schématisation parce qu'il faut, voilà. On fait généralement les mind maps qui sont utilisés actuellement un peu partout. Ils sont minoritaires. Oui, qui c'est? C'est-à-dire ceux qui. Ah non, 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 le visuel, C'est la non, le visuel, c'est oui. C'est la majorité. En tous les cas, pas pour mon expérience. Madame Zena, il y a des statistiques actuelles qui montrent que plus de 70% de l'information, elle passe à travers les visuels. Le visuel. C'est le progression scientifiquement. Oui, 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 Donc, parce c'est que... ça qu'il faudrait revoir peut-être bien, c'est-à-dire pour rejoindre ce que vous disiez tout à l'heure, concernant votre pratique, votre profil. C'est-à-dire là, c'est-à-dire en parallèle, il y a des étudiants, des apprenants qui sont en train de développer de nouvelles stratégies d'apprentissage et qu'ils ont d'autres motivations pour apprendre, alors à notre insu. À notre insu, tout à fait. Il faudrait que l'enseignant s'en rende compte. Donc, la première question, je pense qu'il faudrait connaître, c'est-à-dire pourquoi apprendre la littérature. Même les étudiants ne savent pas, c'est-à-dire il y a derrière, c'est-à-dire parce qu'actuellement, à l'ère contemporaine, c'est-à-dire ce qu'on appelle la libérisation, la rentabilisation dans la lecture. On lit ou bien on écrit pourquoi? Pour l'intérêt. Si je fais un commentaire par exemple sur Facebook, ça devrait me rapporter de l'argent ou bien me rappeler un certain nombre d'adhérents. Donc, s'il ne voit pas d'intérêt pourquoi apprendre cette littérature, donc il ne va pas s'impliquer. Donc, c'est un autre type d'apprendre actuellement auquel on a affaire actuellement. Mais il faudra se pencher sur le réel profil de nos apprenants. Non, ce que je veux dire aussi par rapport à ça, avant de passer à la conclusion, visualiser est un art aussi. La visualisation est un art. C'est-à-dire comprendre les différents profils de compréhension permet aux étudiants d'apprendre à leur manière, plus efficace, et cela les pousse également, les enseignants, à diversifier, c'est surtout ça, Madame Aouchiche, et pousse les enseignants à diversifier les méthodes pédagogiques afin de toucher pratiquement à l'ensemble. Les visuels, j'utilise la schématisation, les auditifs, j'utilise l'audition, et le kinesthésique, bon, le kinesthésique sur plan neuroscientifique, c'est un peu, ce n'est plus pas difficile, le toucher, mais c'est le sentir de l'information. Quand vous dites à un étudiant, apprenez le conditionnel, il va vous dire quoi ça va me servir le conditionnel. Mais si vous lui dites... Même pour des natifs. Oui, bien sûr. Bien sûr. Maintenant, quand vous lui dites, apprenez le conditionnel parce que demain vous en aurez besoin dans les hypothèses, dans votre travail de mémoire, là il va prendre ça. C'est ça qu'on appelle le kinesthésique sur le plan neuroscientifique. C'est-à-dire, il sent l'information, à côté du toucher bien évidemment dont a parlé M. Talbi. Sinon, c'est dans cette optique que nous souhaitons sensibiliser la nécessité de connaître ces profils d'apprentissage, souvent méconnus, tous les niveaux de l'enseignement, à tous les niveaux de l'enseignement. J'ai fait ça au niveau moyen, j'ai fait ça au niveau lycée et au niveau de l'université. Voilà, donc je laisse la parole pour conclure. Voilà, je crois que vous avez tout dit, on a tout dit dans le débat. Donc, je vous remercie. J'invite les participants à distance à se joindre à leurs ateliers dans peut-être 15 à 20 minutes. Merci.